Bonsoir à tous, on prend des nouvelles du Mali. Après 2 coups d'État successifs, la junte, qui devait assurer une transition courte, va finalement rester au pouvoir jusqu'en 2027. Alors comment les Maliens vivent-ils cette situation? Comment la société, l'Église dialoguent pour faire avancer le pays? On va en parler dans quelques instants avec notre invité Pierre Diarra, consulteur du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, également enseignant à l'ICP. Mais pour commencer, quelques repères géographiques. Le Mali est situé en Afrique de l'Ouest, dans la région du Sahel. Il est frontalier avec la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Sa population est d'environ 20 millions d'habitants, sa capitale est Bamako. Sur le plan religieux, majoritairement musulmans, autour de 93%. Les chrétiens représentent autour de 4% et l'animisme 3%. L'Église catholique est jeune. Les premiers missionnaires des Pères Spiritains sont arrivés au Mali en 1888. Tout de suite, je retrouve notre invité. Pierre Diarra, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous retrouver. Vous êtes venu plusieurs fois sur notre antenne. Vous êtes malien, vous vivez en France depuis de longues années, mais vous retournez régulièrement dans votre pays. Alors, il y a eu un intermède avec la pandémie, mais vous êtes reparti au Mali. C'était en décembre dernier. Je signale au passage votre dernier ouvrage, Gratuité fraternelle au cœur du dialogue, qui est paru il y a quelques semaines tout juste aux éditions Cartala. Et justement, ce dernier passage au Mali, quel climat est-ce que vous avez perçu sur place? Les gens étaient préoccupés d'une part par les sanctions. Il y a des sanctions économiques. Les sanctions économiques qui se dessinaient. Oui. Et puis aussi par la difficulté de la vie au Mali, comme souvent. C'est quand même un pays pauvre, même s'il y a de grandes ressources et puis des populations qui sont très motivées, qui sont très courageuses. Il n'en demeure pas moins que la vie n'est pas toujours simple pour les habitants, les jeunes, comme d'ailleurs ceux qui ont un métier ou qui travaillent. La situation est souvent compliquée. Et vous parliez de ces sanctions qui sont liées aux événements politiques aussi. Alors les sanctions sont liées aux événements politiques, donc qui se sont aggravées, on pourrait dire, avec la situation de pluviométrie. Il n'a pas beaucoup plu, les récoltes sont mauvaises et donc les populations sont inquiètes et ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de survivre. Donc la situation n'est pas simple pour les Maliens et ceux qui sont au pouvoir aussi, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent dans cette situation qui est assez compliquée. Et justement, on en vient à la situation politique. Le nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, a 39 ans. Il a renversé l'ancien président en 2020 et a pris le contrôle de la transition. Il a récemment annoncé avoir l'intention de se maintenir au pouvoir pour les 5 prochaines années. Mais ces coups de force, ils ne suscitent pas d'opposition populaire. Au contraire, une partie de la population voit en lui un espoir pour remettre de l'ordre dans le pays. C'est le cas de nombreux jeunes diplômés, actifs sur les réseaux sociaux, très engagés dans la société civile et qui espèrent que le colonel Goïta va rompre avec les habitudes de l'ancienne garde, l'ancienne génération. Illustration avec Roselyne Dakuo, qui est jeune pharmacienne, qui a récemment participé aux Assises nationales pour la refondation. On l'écoute. Nous sommes des jeunes activistes qui, pour la plupart du temps, font des propositions à travers nos pages Facebook, à travers nos réseaux de communication. Pour nous, c'est très important de sortir de l'anonymat pour aujourd'hui nous retrouver autour de ces questions et de faire des propositions. Parce que nous pensons aujourd'hui que la situation du pays est due un peu à la démission des intellectuels. Les intellectuels ont été absents de la scène politique pour la plupart du temps. Les intellectuels n'ont pas été écoutés. Les scientifiques aussi ont laissé la scène politique. Et aujourd'hui, la jeunesse a pris conscience qu'elle a sa part. Et la peur d'être récupérée par des politiciens, non, au contraire. Nous voulons assainir cette
politique qui se passe aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas en restant en marge que nous pourrons vraiment agir dans ce sens-là. Pierre Diarra, une réaction sur cette analyse? Vous partagez son point de vue? Oui, en partie, en tout cas. C'est que justement, il y a une grande déception qui a été ressentie par les Maliens ces derniers temps par rapport aux gens qui étaient au pouvoir. Et il y a eu aussi... IBK, hein, donc avant l'arrivée du colonel. Voilà, avant l'arrivée des militaires au pouvoir, il y a eu une grande déception. Et je crois qu'elle a raison de dire que peut-être les intellectuels n'ont pas joué leur rôle, peut-être aussi les hommes politiques qui étaient au pouvoir ont failli et n'ont pas vraiment donné satisfaction aux populations, et qui fait que, bien sûr, il ne faut pas chercher de coupables, mais il y a une ambiance générale où on pourrait dire que les uns et les autres n'ont pas joué pleinement leur rôle, même si au niveau des intellectuels, certains vont dire qu'ils ont essayé, mais ça n'a pas donné de fruits. On pourrait dire aussi au niveau de l'Église, ils ont essayé de proposer des solutions, de dialoguer, et cela n'a pas toujours été entendu. Donc, il y a eu une faillite, on pourrait dire, au niveau de la gestion du pouvoir et peut-être aussi des attentes des Maliens. Ils ont une très grande attente. Et qui est légitime. Qui est légitime, une attente légitime au niveau de la gestion du pouvoir et au niveau de ceux qui ont un rôle à jouer au niveau économique, au niveau administratif et autres. Et du coup, les gens se demandent, et c'est peut-être un espoir, si avec les nouveaux hommes qui sont au pouvoir, les choses n'iront pas mieux, et s'il n'y aura pas un peu plus de justice et si on ne va pas remettre un peu mieux sur les rails la gestion du pouvoir et la gestion aussi, enfin, répondre aux attentes des populations maliennes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte malgré tout que cette transition maintenant qui va s'installer sur 5 ans, elle s'installe et voilà, que ce soit à nouveau une prise de pouvoir forte et que finalement les espoirs démocratiques soient mis de côté? Ce qui semble préoccuper les Maliens, il me semble, c'est que vraiment les choses changent. Qu'il n'y ait pas de gens, même régulièrement élus, qui soient au pouvoir et qui ne soient pas vraiment au service de la population. Parce que la question qui est posée, est-ce qu'une fois qu'on est élu, on peut faire ce qu'on veut? Est-ce qu'on n'a pas un devoir envers ceux qui ont justement élu ces nouvelles personnes au pouvoir? Et en fait, la question qui se pose pour un certain nombre de Maliens, c'est de dire ceux qui ont été élus, est-ce que réellement ils sont au service de la population ou est-ce qu'ils sont à leur propre service? C'est trop tôt pour le dire. Voilà. Ouais. Et donc, ils s'interrogent davantage sur ce que apportent les responsables au pouvoir, et notamment les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils se disent, si réellement ils sont au service des populations, si les choses changent au niveau de la justice, au niveau de la santé, au niveau d'un certain bonheur que attendent les Maliens depuis longtemps, eh bien, qu'ils soient militaires ou autres, pourquoi pas? Mais la question qui est prioritaire, c'est comment sortir de cette situation de pauvreté, cette situation peut-être aussi de difficultés à gérer le pays ou de difficultés à répondre aux attentes des Maliens à tout point de vue. Et donc les gens ne sont pas dans une logique de dire ils n'ont pas été élus par la population. S'ils font leur travail, pourquoi pas? Voilà, d'accord. Attendons de voir. Alors, vous évoquiez les évêques qui ont aussi parlé, qui n'ont pas forcément été entendus. Ils ont publié un document il y a quelque temps sur justement les défis sociaux. Oui. En substance, quelle a été la teneur du message? Alors, j'ai le document avec moi que j'ai relu ces jours-ci parce que le sujet est actuel. Et le titre du document, donc c'est une lettre pastorale, le titre du document qui est fort et qui correspond à ce que nous vivons actuellement, le carême, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et un des aspects intéressants, je lis simplement une phrase, si vous permettez, les évêques disent... les évêques disent ceci, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Il faut absolument qu'amour et vérité se rencontrent. Donc, en fait, les évêques disent,
voilà, la situation n'est pas bonne, mais est-ce que nous acceptons de regarder en face ce qui se passe au niveau du Mali? Est-ce que chacun accepte de regarder quel est son comportement et qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation pour amener les Maliens dans une situation meilleure? Que chaque Malien est appelé à contribuer. Que chaque Malien essaie de s'interroger, de se dire, à la place où je suis, avec la responsabilité que j'ai, qu'est-ce que je fais vraiment pour que le pays soit bien géré, pour que les Maliens vivent mieux et qu'on soit dans une situation de paix et même de refondation. Les évêques utilisaient le terme et il n'y avait pas encore eu les assises de la refondation, mais les évêques avaient déjà bien senti que finalement, on a besoin de s'asseoir, de dialoguer et de réfléchir ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent au Mali. Et ces évêques qui continuent à dialoguer, même avec la junte qui vient d'arriver il y a un peu plus d'un an, 1 an et demi. Dans ce contexte d'instabilité politique depuis 18 mois, les leaders religieux maliens, il y a aussi les musulmans, qui tentent de peser pour trouver des solutions de sortie de crise. Ils discutent régulièrement avec la junte et les dirigeants se mettent à l'écoute de leurs propositions, constate Monseigneur Jonas Dembélé, président de la conférence épiscopale du Mali. Depuis un certain moment, au niveau de notre pays, le Mali, les politiques sont écoutés, oui, mais on voit que les religieux sont beaucoup plus écoutés. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas à eux seuls mettre le Mali debout s'ils n'écoutent pas toutes les sensibilités. Ils ont plus que jamais besoin de ces leaders-là et de leurs conseils. Alors en quoi, Pierre Diarra, ce dialogue à l'échelon religieux, politique est important pour le Mali? Moi, je pense que c'est très important. Et si vous permettez, je vais me référer encore à une phrase des évêques qui me semble vraiment intéressante. Les évêques disent, au numéro 28 du document, ils disent « Beaucoup de Maliens exigent sans ménagement une refondation de l'État et réclament avec raison une gouvernance vertueuse à tous les niveaux pour que puisse enfin advenir un Mali nouveau où règne la paix, la justice, etc. » Donc en fait, le dialogue est nécessaire au Mali, comme d'ailleurs partout ailleurs, au niveau international et autres, et les hommes religieux, souvent, qui sont très écoutés, je sais que les évêques maliens sont très écoutés au Mali, et c'est pourquoi d'ailleurs il y a des musulmans qui font le pèlerinage national avec les Maliens, donc à Kita, où sont arrivés les premiers missionnaires, et ils se disent, les hommes politiques, les hommes religieux, normalement ne sont pas dans une logique de quête du pouvoir. Et donc, ils sont là pour que justement tout se passe pour le mieux, et je sais que les évêques maliens, Monseigneur Jonas Dembélé, le cardinal Jean Zerbo et les autres évêques sont très engagés pour qu'il y ait vraiment un dialogue à tous les niveaux, et notamment au niveau politique. Et souvent, bien sûr, les hommes politiques et tous ceux qui ont une responsabilité au Mali les écoutent, mais on a l'impression qu'il y a le discours, il y a tout ce qu'on fait pour essayer que les uns et les autres se parlent, et on a l'impression que ça ne porte pas de fruits, ou peut-être que certaines personnes dialoguent, mais ne sont pas dans une logique où vraiment on veut que le dialogue porte des fruits pour l'ensemble de la population. Donc en fait, les évêques, comme d'ailleurs les responsables, les imams et d'autres responsables religieux, que ce soit au niveau des musulmans, que ce soit même au niveau des animistes, que je préfère appeler les adeptes des religions des ancêtres, eh bien, tous ont des propositions qui sont bonnes, mais souvent on a l'impression qu'on n'arrive pas à passer du discours ou des bonnes intentions ou même des bonnes idées théologiques à la pratique sociale pour que les choses changent. Là aussi, attendons de voir alors ce qui va se passer avec ce changement de pouvoir. Alors il y a une question évidemment centrale au Mali, c'est le défi sécuritaire, et on l'a observé, le retrait de l'opération Barkhane il y a quelques semaines a fait l'objet d'une crise diplomatique entre les deux pays. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que finalement le pays soit submergé par les djihadistes ? Je ne pense pas, dans la mesure où les Maliens, les militaires maliens et tous ceux qui ont une responsabilité politique, économique et autres sont engagés pour la lutte contre donc, cette insécurité et contre les terroristes.
Et je ne pense pas non plus, d'après ce que j'ai compris, que la France se retire totalement du Sahel. Elle va toujours porter main force, il me semble, aux populations du Sahel qui sont en lutte contre l'insécurité depuis de nombreuses années. Et ça pose peut-être la même question que tout à l'heure, la question du dialogue. Comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans une logique de dialogue où on arrive à se parler, où tous les partenaires, tous ceux qui essaient donc de lutter contre cette situation d'insécurité arrivent à se parler, à coordonner leurs efforts pour que finalement il y ait un peu plus de sécurité dans le pays et dans la sous-région. Pas simplement au Mali, aussi au Burkina, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Niger, bien sûr, pour que de plus en plus de personnes qui sont engagées non seulement arrivent à lutter réellement contre le terrorisme et tous les bandits qui sont pas tous des gens qui se réclament d'un islam intégriste, parfois ce sont des bandits de grand chemin, pour que tous arrivent à se parler, arrivent à dialoguer pour pouvoir coordonner leurs efforts pour arriver à des résultats qui soient au service de la population. Alors, Signal, on le rappelle aussi, il y a eu cette bonne nouvelle, c'était en octobre dernier, de la libération de Sœur Gloria, cette religieuse colombienne qui avait été retenue en otage pendant 4 ans et demi. Alors justement, à ce sujet, sur le dialogue interreligieux, eh bien, comme l'Église y travaille, dans ce pays, on le sait, très majoritairement musulman, il y a une initiative originale. Elle est menée par l'Institut de formation islamo-chrétienne qui propose un cycle de formation en quelques mois pour les prêtres religieux et laïcs catholiques, mais aussi pour les pasteurs protestants. Objectif, mieux connaître l'islam et mieux dialoguer avec les musulmans. Alors d'abord à Rome, eh bien, l'Institut est implanté aujourd'hui à Bamako depuis 2007 et dirigé par les Pères Blancs. Les précisions du frère Patient Chombo. Ça leur permet au moins de connaître l'islam de l'intérieur et une connaissance qui est quand même objective. Ils n'ont plus le même regard de l'islam après la formation et ils peuvent arriver à dialoguer. Donc, ils se rencontrent deux fois aussi à l'occasion de grandes fêtes comme à Noël, à Pâques. Bon, chez les musulmans, comme c'est le Ramadan, et ils échangent la nourriture, ils se rendent visite, etc. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives, un petit peu comme celle-ci au Mali, intéressantes, porteuses sur le terrain au niveau interreligieux ? Oui, il y a ce que Roseline Dako a dit tout à l'heure. Au niveau des jeunes, il y a un dialogue qui est fort. Au niveau des rencontres entre jeunes, au niveau aussi des lieux de formation, par exemple l'Université catholique, donc l'unité universitaire de Bamako, pour ceux qui connaissent Bamako, à Amdalaï, où il y a des jeunes qui sont formés ensemble et qui ont l'occasion de discuter, de dialoguer, pas simplement sur des questions scientifiques, mais aussi sur des questions religieuses et sur l'avenir du pays. Donc il y a vraiment un effort de dialogue, on pourrait presque dire, à tous les niveaux, et les jeunes sont peut-être plus engagés que nous qui sommes un peu plus âgés, pour essayer de voir comment est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent en même temps prendre des éléments des religions, des valeurs religieuses, pour pouvoir dialoguer et envisager l'avenir du pays. Donc il y a vraiment une culture du dialogue au Mali, et je pourrais presque dire dans toute l'Afrique de l'Ouest, pour que les religions ne soient pas des lieux de conflit, mais plutôt des lieux où on essaie de tirer des valeurs intéressantes pour mieux vivre ensemble et aussi pour proposer un avenir commun aux populations. Alors pour terminer, Pierre Diarra, on va saluer la naissance d'une petite sœur pour nous, la chaîne de télévision catholique malienne ECF. C'était le 1er mars 2022, il y a tout juste quelques jours à Bamako. Voilà, en quoi c'est important qu'il y ait cet outil chez vous ? Alors en fait, quand on regarde un peu les objectifs de cette télévision qui a un nom qui est intéressant, Église, communion fraternelle, qui est un peu l'objectif que les évêques ont choisi après que on ait choisi comme devise un peu en Afrique, Église, famille de Dieu, les évêques du Mali ont un peu mis une sorte d'originalité en disant Église, communion fraternelle. Et c'est ce nom qui a été donné à la radio et qui me semble très intéressant, avec différents objectifs. Je vous en cite simplement 3. Il y a promouvoir l'état de droit et la citoyenneté
on vient d'en parler, et à aider l'homme malien à se tourner vers le bien de soi et surtout des autres, et puis promouvoir l'expression plurielle des cultures. Donc il y a une idée que ce sera un lieu de dialogue, un lieu de rencontre, où ceux qui ont des idées à partager avec d'autres, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient adeptes des religions traditionnelles africaines, ou qu'ils aient en tout cas des idées à proposer, qu'il y ait vraiment un lieu de dialogue où finalement, en même temps, on veut servir l'Évangile, bien sûr, l'Église est au service de l'Évangile et au service de l'homme, mais en même temps, c'est un lieu où on partage des idées, des bonnes idées, et où aussi on peut essayer de prendre des idées qui viennent d'ailleurs et qui peuvent être partagées au niveau de cette télévision malienne catholique. Eh bien, bon démarrage. Merci beaucoup, Pierre Diarra. On va évidemment continuer à suivre l'actualité dans votre pays. Voilà, place tout de suite à quelques autres informations, évidemment dominées par l'Ukraine. Et plus d'une semaine après l'attaque de l'Ukraine par la Russie, eh bien, les combats font rage et les morts civiles et militaires se comptent déjà par centaines. Malgré la détermination du président ukrainien Volodymyr Zelensky et la résistance du peuple ukrainien, l'armée de Vladimir Poutine avance et les réfugiés ukrainiens continuent d'affluer vers les pays voisins. La Pologne est particulièrement mobilisée pour accueillir ces réfugiés. Précision avec Katarzyna Metej, qui est chargée de communication de Caritas Pologne. There are still lines in many border crossings. One days they are shorter, the next days they are longer, but in many cases it still takes more than 2 days to enter Poland from the Ukrainian side. The people who are arriving are mostly women with small children. Men in Ukraine have been mobilized to the army, so mostly women or elderly people are able to cross the border and to reach Poland. In the first case, it's giving people warm meals, food, beverages, water, hygiene products, everything that they need after a long journey, standing at the Polish border and trying to get to Poland. In the next case, along with local authorities, we try to provide people with accommodation and shelter if they do not have anyone who can take them in Poland, neither friends nor family. So on the first hand, it's mostly material support, and it's given through local parishes and dioceses. And in the second case, we already tried to provide comprehensive logistic aid to those who need it the most. J'ajoute que ce vendredi 4 mars sur KTO, l'émission En débat sera consacrée à ce conflit Ukraine-Russie. Une paix est-elle possible? Avec nos invités Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle à l'Académie française, et Antoine Arjakovski, co-directeur du département de recherche politique et religion du Collège des Bernardins. Près d'un an après son voyage en terre biblique d'Irak, le pape a reçu le 28 février les représentants des différentes églises chrétiennes de ce pays. L'occasion pour François de rappeler qu'il n'est pas possible d'imaginer l'Irak sans les chrétiens. Alors, quels sont les fruits de ce voyage apostolique? Nos envoyés spéciaux sur place ont posé la question au père Charbel Issou, prêtre syriaque catholique à Karakoche. Assurément, sa visite a beaucoup fait du bien pour les chrétiens ici à l'Irak et particulièrement ici à Karakoche même. Assurément, on veut des chrétiens qu'ils vivent la vie du christianisme. Ils sont des missionnaires ici. Et cette vie, ce n'est pas si facile. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. La visite de Saint-Père était un soulage pour nous. On veut que les chrétiens restent ici, mais ce n'est pas dans notre main. J'ajoute que vendredi 11 mars à 20h35, le magazine Hors les murs sera consacré à l'Irak, un an après le pape. Et voilà tout de suite place à notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Brésil le frère André Luis Tavares, prêtre dominicain à Belo Horizonte. Comme vous savez, au Brésil, le carnaval est une fête très importante. Mardi Gras
est jour férié dans tous les pays. Le samedi avant Mardi Gras commence le week-end de carnaval et plusieurs groupes chrétiens profitent de cette opportunité non pour jouer et chanter, mais pour prier ensemble. À São Roque, une charmante petite ville à côté de l'énorme ville de São Paulo, où se trouve le moniale dominicaine, par exemple, un groupe de plus de 100 jeunes font une retraite de carnaval pendant 4 jours dans le bâtiment de l'ancien monastère au milieu de la nature. Dans d'autres paroisses dominicaines, comme à Goiânia et à Curitiba, par exemple, les groupes organisent des réflexions les mardis gras. Que ce jour de prière, peu avant le début du carême, au Brésil, apporte beaucoup de fruits spirituels pour la mission de l'Église. Merci frère. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve jeudi prochain. Au revoir.